Et on pourrait le refaire à la bouche un jour ton générique. Voilà, c'est mieux quand même. Iniesta. Gol fuera de juego, vamos Iniesta. ¡Gol! The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Chapin. 958, record du monde. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. Les entêtés. Les entêtés, oui. Nous estimons que les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes. Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte, déclarait le baron Pierre de Coubertin. Que Benoît Hopquin, journaliste... Ah non, c'est pas moi quand même. Que Benoît Hopquin, journaliste au Monde, qualifie de perdant des Jeux. Alors perdant dans un premier temps parce qu'il aurait pu devenir, sans ses positions douteuses et ses dérapages un peu incontrôlés, une figure emblématique de l'histoire récente française et même mondiale, pour ce qu'il a fait avec les jeux modernes, mais perdant aussi face à un groupe d'entêtés, entêtés EES. Tout le monde connaît Pierre de Coubertin, mais tout le monde ne connaît pas Alice Milia. Je peux peut-être poser la question même à nos invités. Vous savez qui c'est, Alice Milia ? Absolument pas. D'accord. Florence, tu connais... Moi non plus, je connais pas. Tu vois, on est tous honnêtes ici. Eh ben, Alice Milia, elle a été la cofondatrice et la présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, mais elle a aussi créé en 1921 la Fédération sportive féminine internationale, qui participera à la création des Jeux mondiaux féminins en 1922. 77 participantes de 5 pays, la France, donc qui est hôte de ces Jeux mondiaux, la Tchécoslovaquie, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis prennent part à ces Jeux mondiaux féminins, organisés aussi sous le patronage du journal Lotto, qui est à l'origine du Tour de France. Mais la sténodactylographe de formation, compliqué à dire, est reconnue comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international, en plus d'avoir été la première juge lors des épreuves d'athlétisme masculine pendant les Jeux Olympiques. Ah, quand même. Et ces Jeux Olympiques féminins, donc qui n'étaient pas appelés Jeux Olympiques féminins, mais qui l'étaient réellement, ils vont rapidement disparaître. Premièrement, car les fédérations intègrent les femmes dans leurs compétitions, mais aussi car Alice Milia, malade, se retire en 1935 de la scène sportive. Vendredi dernier, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors j'ai acheté le hors-série de l'équipe, qui rend hommage et qui évoque certaines des grandes femmes du sport. Et que ce soit sur les terrains, sur les tatamis, dans les bassins, sur les circuits, sur les vélos et autres, elles se sont toutes battues pour une reconnaissance mondiale. La première dont j'ai envie de vous parler, elle est quand même assez connue, c'est Nadia Comaneci, 62 ans aujourd'hui et légende des Jeux Olympiques. C'est plutôt par des actes et non par un engagement que Nadia Comaneci a fait changer les choses. Aux Jeux de Montréal en 1976, la Roumaine, âgée alors de 14 ans, réussit l'exploit d'obtenir la note maximale de 10 en gymnastique. La perfection... C'est possible. Et oui, c'est plus possible avec les règlements d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est la note de la perfection. Sa performance bouleversera l'histoire des JO et de son sport, puisqu'elle est la première, hommes et femmes confondus, à avoir reçu cette note pendant une épreuve des Jeux Olympiques. Pour la petite histoire d'ailleurs, les panneaux d'affichage n'étaient même pas programmés pour afficher plus de 4 chiffres. Donc en fait, la note qui s'est affichée, c'était 1.00. Tout le monde a compris, bien sûr. Mais ce qui montre que la perfection n'était même pas attendue. Elle n'était même pas envisagée, voilà. Elle apparaissait impossible. Et dans un entretien pour l'équipe dans ce hors-série, elle revient justement sur son histoire. Elle qui, à 14 ans, a instantanément gagné le respect des hommes à une époque où l'égalité des sexes n'existait pas, ou très peu. Elle a prouvé au monde entier devant un stade et des juges ébahis qu'une femme était capable de faire ce qu'un homme n'avait jamais réalisé. Elle incarne les Jeux Olympiques, mais pourtant, elle déclare qu'elle n'avait pas le désir de changer le monde, de s'engager dans une telle ou telle direction. Je n'étais pas dans cette obsession actuelle de vouloir être spéciale, unique, de marquer l'histoire ou battre des records. Alors malheureusement, sa carrière se termine très rapidement, trop rapidement même, 4 ans seulement après son 10 aux Jeux de Moscou, donc aux Jeux 1980 qui étaient à... Non pardon, 4 ans après les Jeux de Montréal, aux Jeux de 80 qui étaient à Moscou. Mais ce qui passionne aussi dans l'histoire de Nadia Comaneci, c'est l'extra sportif. Elle est utilisée par le régime communiste de Ceausescu et elle devient une sorte de porte-drapeau, de porte-étendard, de modèle en Roumanie où elle est presque prise au piège.
Et 3 semaines avant la chute du régime communiste, elle disparaît puis refait surface aux États-Unis, au terme d'une extraordinaire défection. En 1976, c'est une des autres gymnastes engagées sur le concours qui lui fera remarquer son 10. Nadia Comaneci ne regardait jamais l'affichage des scores, toujours concentrée sur sa performance. Elle aura inspiré de nombreuses petites filles de son époque, aura peut-être ouvert la voie à d'autres. Et comme elle le rapporte encore une fois pour l'équipe, je réalise qu'elle était plutôt badass, cette gamine. Et des sportifs qui en inspirent d'autres, il y en a énormément dans l'histoire du sport et dans toutes les disciplines. On vient d'en voir une mondialement connue, mais d'autres n'ont pas eu la même notoriété. Moi, je vais vous parler d'Immaculada Cabeceran Soler, qui avait seulement 18 ans en 1970, quand elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec Agustí Montal, qui était alors président du FC Barcelone, et qui était notamment connu pour avoir fait signer la légende néerlandaise Johan Cruyff en Catalogne. Et Immaculada était fan de football, s'entraînait tous les jours avec son frère et se rendait toutes les semaines au mythique Camp Nou pour aller y voir jouer son équipe favorite. Mais elle était frustrée. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait jouer dans un club de football, elle voulait faire partie d'une équipe, avoir des coéquipières. Elle voulait monter une équipe féminine au FC Barcelone. Immaculada est encore plus déterminée quand elle apprend qu'il existe des équipes féminines en Angleterre ou en Italie. Dégoût, consternation, voilà ce que pensent les managers du Barça. Mais Immaculada, elle s'en fout, parce qu'en moins de 30 minutes, elle a réussi à convaincre le président Montal, donc le principal intéressé de cette réunion. Néanmoins, tout ne lui est pas donné. Immaculada doit trouver des joueuses, organiser l'équipe et gagner tous les matchs auxquels l'équipe s'engage. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rend dans les locaux de la Revista Barcelonista, un journal local, et elle y fait publier une annonce dont je vais vous lire quelques extraits. Donc c'est pas elle qui a écrit l'annonce, mais elle l'a fait publier dans ce journal. Le football féminin fait son chemin et il arrive à Barcelone, à tel point qu'une gentille dame vient nous demander de l'aide dans son désir de compléter une équipe de joueuses talentueuses. Elle a déjà fait le premier pas, à savoir parler à Monsieur Montal, qui a accueilli l'idée avec sympathie, mais a prévenu qu'il dirait oui à condition que l'équipe gagne tous ses matchs. Mademoiselle Cabeceran a déjà plusieurs joueuses, mais il en faut d'autres. À titre d'information supplémentaire, disons qu'il y a déjà 24 équipes féminines dans le Nord et 3 à Madrid. Alors mesdames, jouons au football. C'est très, très classe comme appel au foot, je trouve. Cet appel, il va tout de suite rappeler aux fans du Barça une annonce similaire publiée par Joan Gamper le 22 octobre 1899 dans le journal Los Deportes. Joan Gamper, qui est un homme suisse, mais qui est en fait derrière la création du FC Barcelone, okay. Et aussi du FC Zurich pour information. Et beaucoup de joueuses vont répondre à cet appel. Le président du club Montal va rapidement fournir à l'équipe féminine un terrain pour s'entraîner et pour jouer, et surtout un entraîneur qui l'a convaincu lui-même, un certain Antoni Ramayets, légendaire gardien espagnol du FC Barcelone pendant 15 saisons. Donc grosse longévité. Grosse bouteille. Le premier match se déroule au Camp Nou le 25 décembre 1970 face à l'UE Centelles. Il est d'ailleurs joué à l'occasion d'un festival de charité qui était organisé par le club, et juste avant un match de l'équipe masculine face au CSKA Sofia. Les 11 joueuses n'arborent pas le mythique maillot Blaugrana, donc bleu et grenade, qui représente le FC Barcelone. Elles n'ont d'ailleurs pas l'autorisation de porter le nom FC Barcelone. Au terme du temps réglementaire, la Selección Ciudad de Barcelona, donc le nom qu'elles se sont donné, la sélection de la ville de Barcelone en français, qui joue donc en blanc et bleu, fait match nul 0-0. Une séance de tir au but est alors organisée. Oh mon Dieu. Et ce sont les joueuses barcelonaises qui l'emportent, bien aidées par Immaculada Cabeceran Soler, qui transforme 2 pénaltys. Malgré une ambiance hostile, des commentaires négatifs, presque insultants de la part du public et des commentateurs. Quelle angoisse, ça devait être horrible pour elle, vraiment l'anxiété. Ça devait être horrible, mais il fallait bien commencer, et c'est comme ça qu'on fait changer les mentalités. Exactement. Donc l'aventure commence pour l'équipe féminine de Barcelone. Elle est officiellement intégrée au club du FC Barcelone en 2022, et elle obtient le nom sous lequel on la connaît encore aujourd'hui, Barça Féminin en gros. Immaculada raccroche les crampons très tôt, trop tôt elle aussi dans sa carrière, en 1971, donc un an seulement après la création de l'équipe. Pour des raisons personnelles, elle s'éteint en 2018 à 65 ans seulement, mais laissant derrière elle un héritage considérable. Le Barça Féminin, c'est aujourd'hui 8 championnats d'Europe, 9 Coupes d'Espagne et 2 Ligues des Champions, obtenus en 2021 et 2023, sachant qu'en 2022, le FC Barcelone était aussi finaliste
perdant face à l'Olympique Lyonnais. Grosse équipe aussi du football féminin en Europe. Alors on pourrait aussi citer Michèle Mouton, pilote de rallye française, première femme pilote professionnelle et aujourd'hui encore unique femme à avoir remporté une manche du championnat du monde des rallyes. Très badass aussi Michèle Mouton. Et oui, très très badass, des déclarations un peu succulentes hein, si vous voulez aller voir sur internet. Elle terminera même vice-championne du monde en 1982. Michèle Mouton remportera aussi en 1985 le Pikes Peak, course de côte mythique au Colorado aux États-Unis, en battant par la même occasion tous les records. L'histoire de Catherine Switzer est aussi très inspirante. Première femme à avoir osé participer au marathon de Boston en 1967. Elle est harcelée et poursuivie par les organisateurs de la course qui cherchent à lui arracher son dossard. Non mais... Donc marathon... un marathon qui devait être très agréable hein, à courir. Et plus récemment, on peut aussi évoquer les sœurs Serena et Venus Williams, qui sont beaucoup impliquées dans des histoires de racisme et même de sexisme au sein du tennis, ou Simone Biles, gymnaste américaine, comme quoi la gymnastique finalement, un sport très, pas très féminin, mais c'est souvent des femmes qui sont à l'affiche de ce sport, qui s'est beaucoup exprimé sur les agressions, les violences faites aux femmes ou les agressions sexuelles dans sa discipline. Sachant qu'en plus elle a commencé, elle était très jeune, Simone Biles, maintenant elle a 22-23 ans, mais elle a commencé, elle a 26 ans aujourd'hui. Ouais. Mais et puis elle a eu des problèmes récemment. Bon alors elle a été accusée de dopage, ça c'est pas cool, mais elle a eu des problèmes, elle a développé des problèmes justement avec ses affaires donc, et de dopage et d'accusations et de pression un peu de la part des fédérations américaines et même un peu mondiales. Ouais, parce que la pression que tu ressens quand t'es sportif, elle est double quand t'es sportive en plus. Exactement, déjà elle est très médiatisée comme personnage et elle a une voix qui compte un peu aux États-Unis. On l'écoute hein, ouais. Donc voilà, elles ont toutes eu des impacts positifs dans leur discipline. Et justement, je trouve qu'on a tendance un peu à oublier des fois des personnages de notre histoire. Donc moi, je trouvais ça un peu intéressant de rappeler Nadia Comaneci. Je pense pas qu'elle est très oubliée. Non, mais on n'en parle pas non plus tous les jours. On n'en parle pas tous les jours non plus. Donc t'as mais raison de lui donner un peu son spotlight. Immaculada Cabeceran Soler. Moi, j'ai trouvé aucun article de presse en français. Ah ouais, puis l'histoire est folle en plus. Hein, l'histoire est folle, oui. Mais merci de leur redonner un peu de temps sur le devant de la scène parce qu'on a besoin de femmes dans le sport, on a besoin de femmes qui changent le monde. Bah oui. Moi je voulais juste parler de Billie Jean King qui était une tenniswoman assez connue pour son combat contre la LGBT-phobie. Il y a un super film qui s'appelle Battle of the Sexes qui a été réalisé par la réalisatrice de... comment il s'appelle ce film ? Avec Steve Carell. Bref, très bon film de Battle of the Sexes qui se concentre sur Billie Jean King et Bobby Riggs, qui était le premier numéro 1 mondial de l'époque et qui disait forcément que je bats la première femme. Il y a encore, alors je sais pas pourquoi dans le tennis, il y en a aussi beaucoup dans d'autres sports, mais des déclarations un peu comme ça de sportifs qui sont un peu... Voilà, un peu succulente, on va dire. Le nombre, si vous pouvez voir sur YouTube, il y a une vidéo de mecs qui essayent de battre Serena Williams au tennis. Oui. Parce que vraiment, il y a une stat aux États-Unis, il y a genre 60% des hommes qui pensent qu'ils peuvent battre Serena Williams sur un set de tennis, tu vois. Enfin, vraiment, on prend vraiment les femmes pour des sous-humains, quoi. C'est un truc de fou. Mais tu es là. Merci Baptiste de nous rappeler que les femmes sont trop fortes en sport et qu'elles peuvent changer plein de trucs. Il est 8h40 dans la matinale de Radio Campus. Il est temps d'accueillir nos invités. T'as chanté ?